Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre, pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui aura un petit goût de déjà vu pour certains, communiquer avec quelqu'un de déprimé. Alors déjà vu parce que ce sujet, je l'avais traité lors d'un live, lors d'un stream en fait, j'avais en direct traité ce sujet-là pendant 2 heures. Voilà, il y a 2 heures de moments dans le live en fait où je commence à faire le tableau en direct comme ça, puis je passe point par point et je discute. Alors c'est vrai qu'il y avait des gens à l'antenne, il y avait le chat, tout ça, donc ça a un petit peu rallongé l'exposé. Mais voilà, donc du coup immédiatement, je vous renvoie à ce passage du stream. Exprès pour vous, j'ai fait une vidéo isolée, donc il n'y a même pas besoin d'aller sur le stream, d'aller sur le timecode ou alors de se promener dans la longue diffusion. J'ai carrément isolé l'extrait pour vous, j'en ai fait une vidéo à part entière. Donc si vous souhaitez la version longue de ce sujet, voilà, avoir vraiment l'ensemble de la discussion dessus, eh bien vous allez dans la description, vous avez le lien vers cet extrait de stream. Si vous ne pouvez pas dans l'immédiat le regarder ou si ça ne vous intéresse pas dans une version aussi longue, bien, vous allez avoir une espèce de résumé vraiment express ici, mais express, hein. Du coup, il ne faut pas attendre beaucoup de nuances et de subtilités dans ce que je vais faire là, parce que j'estime que je l'ai fait en stream. Là, du coup, on va essayer d'être un petit peu plus efficace, d'aller à l'essentiel. Je ne vais pas entrer dans les détails, surtout que je ne pense pas que je ferai aussi bien que le stream. Je ne pense pas que je retrouverai mes mots aussi facilement. Donc, communiquer avec quelqu'un de déprimé. Alors, ce terme de communiquer il est intéressant parce que communiquer, on pense direct à la parole. On pense directement au fait de parler. Et donc, quelqu'un de déprimé, il va falloir parler avec lui. Donc, or, si vous constatez là ce que j'ai déjà fait sur le tableau, parce que j'ai fait le tableau à l'avance, j'ai reproduit le tableau que j'avais fait en stream. Dans la partie croix en rouge, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est précisément en fait, vous voyez, on se rend compte en fait que c'est que des choses qui consistent en fait à parler. Et que dans la partie ce qu'il faut faire, c'est écouter. Donc c'est marrant parce qu'en fait ça renvoie à l'idée que la communication avec quelqu'un de déprimé va plus consister à de la communication un peu passive en fait, enfin c'est même pas le terme parce que c'est plutôt actif, mais à de la communication d'écoute, de reformulation que de communication, d'aller vers la personne et de la secouer et de lui parler sans arrêt, etc. Voilà, donc c'est pas la partie parole telle qu'on le conçoit qui va faire les meilleurs effets là-dedans. Alors, autre raison pour laquelle j'ai voulu faire ce sujet, simplement en fait, aussi en observant en fait, les gens d'extérieur comme ça, comment ils s'y prennent avec des personnes déprimées. Et ce qui me stupéfait en fait, c'est l'inaptitude, l'incompétence en la matière. Je dis pas, on n'est pas tous des psychologues, je ne suis pas moi-même, voilà, des professionnels dans ce domaine, des gens spécialistes de développement personnel ou je ne sais quoi. On n'est pas tous censés avoir la formule et on est tous plus ou moins à l'aise avec la communication, avec la déprime, tout ça, d'accord. Mais ce que je trouve sidérant, c'est que on n'a jamais été autant saturé d'informations. Aujourd'hui, ces choses-là, quand même, on les connaît, on y fait attention, dans une société très psychologisée. On a des séries, des films qui traitent de personnages mélancoliques, tout ça. Et il y a toujours le même désarroi, la même panique parfois devant des gens qui sont dans cet état-là. Dans les fictions, on les adore, les dépressifs, les mélancoliques, tout ça, c'est beau. Il faudrait croire que ça forme les gens, ça leur apprend un petit peu comment c'est, mais non, une fois qu'il y en a un dans la réalité, on est perdu. Donc ça, c'est un truc, n'empêche, que je trouve dingue et je trouve dommage aussi parce que pour moi, c'est presque des rudiments de psychologie humaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de professionnels pour ça. On devrait tous savoir à peu près comment se comporter quand l'un d'entre nous va très mal, comment l'écouter, le gérer un minimum en fait. C'est des choses qui doivent être des aptitudes quasiment de travail en fait. On recrute des gens, on est là à leur demander de poser des questions à la con en entretien d'embauche et on ne fait pas attention à ce genre de choses, qui est la psychologie humaine, qui est le fait d'être psychologue, d'être quelqu'un qui fait attention, etc., qui ne va pas enfoncer quelqu'un d'autre et tout. Enfin, les aspects psychologiques sont complètement négligés alors que c'est peut-être l'essentiel, quoi, quasiment. Mais ça, ce sont des compétences qui pourraient être très bien développées par des gens qui ont fait des sciences humaines, aussi bien sûr psychologie que sociologie, même lettres, philosophie, des gens qui ont été un peu familiarisés à tout ça, parce qu'ils ont côtoyé l'humain dans leurs études, mais ce sont des études qui sont complètement négligées et pas prises au sérieux aujourd'hui. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il faut avoir un bac scientifique et avoir fait une école d'ingénieur. C'est très bien, super, mais bon, voilà, les gens en sciences humaines, typiquement, sont des gens qui sont très formés à tout ça. Parce que quand vous faites beaucoup de littérature, de philosophie ou de psychologie, etc., vous êtes confronté aux émotions, aux sentiments, aux idées, vous avez été formé à ça, c'est aussi ça que ça forme, hein. Voilà, donc quelqu'un de déprimé, en fait, c'est vrai que le réflexe, souvent, c'est un réflexe de parole, en fait, hein, de réaction par la parole, de beaucoup discuter, de vouloir en fait lui dire plein de choses, etc. C'est un réflexe qui est naturel parce que bah, ça nous fait bizarre de rester là sans rien dire, tout silencieux, on a l'impression qu'on ne l'aide pas, qu'on est passif. Et c'est aussi, il faut quand même le dire, c'est beaucoup souvent de la parole pour cacher de l'embarras. Quand les gens sont un peu mal à l'aise, il y a deux solutions radicales, soit ils se murent dans le silence, soit au contraire, eh bien, ils vont parler beaucoup pour compenser le malaise en fait, hein. Donc généralement quand quelqu'un est déprimé en fait, ça nous met un peu mal à l'aise, on va dire tout ce qui nous passe par la tête pour qu'il aille mieux,
voilà, des conseils, je sais pas quoi, et en fait, pour en fait cacher notre propre malaise devant son état, plus que vraiment quelque chose de pertinent pour l'aider. Alors parmi les choses qui sont dites le plus souvent et qui sont des mauvaises idées, quelqu'un déprimé selon moi, qui ne sont pas les choses à faire dans ce qui est dit, eh bien simplement en fait lui dire d'aller mieux. Voilà, ça c'est un grand classique. Alors c'est rarement dit genre va mieux, hein, va mieux, mais c'est souvent ça en substance ce qui est dit en fait. Il y a une espèce comme ça d'incitation de un peu appuyée à aller mieux. Et puis allez, hein, ressaisis-toi, hein. Puis allez, essaie d'aller mieux, va falloir aller mieux là, non, tu peux pas rester dans cet état-là. Voilà, c'est plein de choses comme ça en fait qui reviennent à dire essaie d'aller mieux. Et en fait, en plus, ça va souvent être dit de plus en plus avec un ton impatient ou agacé. Ce qui peut mener en fait à une pression, voire une culpabilité. Et que la personne doit déjà gérer son mal-être, mais en plus, elle a des gens qui clairement ont l'air de peu à peu s'impatienter de son état et l'invitent à se dépêcher à en sortir, si possible. Soi-disant pour elle, mais en fait un petit peu pour les autres aussi. Parce que clairement, ils sont ennuyés, c'est de l'ennui et chiant. Quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un d'ennuyeux et chiant, il casse l'ambiance, c'est un peu lourd au début, on est motivé pour l'aider, puis au fur et à mesure, on estime qu'il ne fait pas d'efforts, qu'il ne met pas du sien, qu'il pète l'ambiance, qu'il est toxique, etc. Bref, tout ça finalement traduit plus l'égoïsme des gens qui sont autour que vraiment ce que fait la personne, qui est la première à subir son état. Sauf qu'à, effectivement, où ils allaient me dire oui, mais Yael, machin, elle est apparemment déprimée, c'est parce que c'est une façon de se rendre intéressante, oui, mais elle est tout le temps comme ça. D'accord, si vous voulez. Là, je parle de quelqu'un qui est vraiment sincère, qui passe vraiment une mauvaise passe, etc. Hein, qui n'est pas comme ça normalement. Et donc voilà, et donc c'est vrai que ce que ça renvoie, c'est terrible parce que la personne non seulement doit gérer son propre mal-être, mais en plus doit se voir renvoyer cette image du gars chiant, de la fille chiante, et clairement qui commence à un peu impatienter les amis, qui ont été patients au début, mais là, bon, qui ont très hâte qu'elle aille mieux, si possible, plus de possible, pour que voilà, on puisse passer à autre chose. Autre chose assez courant, alors qui part d'une bonne intention, tout ça, ça part d'une bonne intention, mais moi j'ai une expression que j'adore, qui est une de mes préférées, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'y crois dur comme fer, et je peux vous dire que là, c'est le genre de cas typiquement où ça s'applique en fait. Hein. Et vous voyez, minimiser, parmi les choses qu'il ne faut pas faire, c'est typiquement ce côté bonnes intentions. On se dit, si je minimise ce qui arrive à la personne, si je minimise les raisons de son état, bah, je vais pouvoir lui démontrer quasiment par l'absurde qu'en en fait, elle n'a aucune raison d'être dans cet état-là, que c'est absurde, qu'il n'y a aucune raison. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, ce serait magnifique. S'il suffisait de dire à quelqu'un qui a peur des araignées, mais non, c'est qu'une petite araignée, elle ne va pas te manger, ça se saurait. Hein. Ça n'a jamais servi à rien sur deux choses. Jamais, jamais, jamais. Quelqu'un qui a peur des araignées, il a peur des araignées. Vous pouvez lui démontrer qu'elle est petite, qu'elle ne la mangera pas, que machin. Il y a une phobie des araignées, point. C'est un peu ça en fait. Minimiser, c'est pas ça qui va aider. Hein. Déjà parce que, encore une fois, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, ça convertira pas dans l'esprit de la personne ses problèmes en problèmes minimes. Mais aussi, voilà, justement, parce que, en fait, vous êtes en train de faire un faux procès là. Vous, parce que vous êtes extérieur à la situation et que vous n'êtes pas concerné, vous, pour vous, c'est un problème minime qui n'est pas important, qui est surestimé. Mais ça, c'est votre point de vue extérieur de personne qui n'est pas impliquée émotionnellement. Et ce n'est pas ce qu'on vous demande en fait. On s'en fout de votre avis et on s'en fout de la vérité. Il est fort possible que dans la vérité, ce problème de la personne soit d'extérieur assez simple à régler, ni rien de si compliqué et que clairement, elle se grossit les choses et tout ça. Clairement, d'accord. Mais là, on n'est pas en train de dire ce qui est juste, ce qui est bien, ce qu'il faudrait faire, etc., ce qui est votre avis et tout. Là, on se met du point de vue de la personne. On a clairement quelqu'un qui va mal. Si elle a raison d'aller mal, si ça semble exagéré, etc., ce n'est pas la question, c'est déplacé comme question. L'important, c'est de la prendre assez en considération pour dire ah, eh bien, en tout cas, pour cette personne-là, c'est important. Pour cette personne-là, ce qui se passe là, c'est grave, c'est important, manifestement, ça la rend vraiment mal. Et avec toutes les raisons souterraines que ça peut cacher, des choses que ça a réveillé, les manques de confiance, manque d'estime, insécurité, dépendance affective, etc., etc. Et donc, essayer de minimiser ça, c'est par une bonne intention, mais ça renvoie à l'autre que, encore une fois, il fait un peu chier pour rien, que c'est exagéré, qu'il n'a pas raison d'être comme ça, or il est comme ça, et c'est une absence de considération du problème. Donc, on s'en fiche de votre avis sur le problème, vous, comment vous en sentez que vous, c'en est pas un pour vous. On s'en fiche que ce soit un ou pas objectivement. L'important, c'est que là, on a affaire à quelqu'un qui est dans une tourmente, dans une subjectivité où ce problème-là a de l'importance et peut-être résonne avec des choses. Il peut y avoir en fait un effet comme ça de ce qu'on appelle la maniaco-dépression que Freud développe dans ses écrits, entre autres. Il a théorisé la maniaco-dépression, c'est qu'être maniaco-dépressif, passer par des phases de manie et de dépression, de déprime, être à la fois maniaque et dépressif. En fait, ça renvoie en fait à un effet de cycle. Les personnes maniaco-dépressives en fait vont avoir des phases de down, des longues phases de down comme ça, donc de dépression très violente. Et puis, au bout d'un moment, ils vont réussir à se relever. Et quand ils vont se relever, ils vont
se fixer en fait sur quelque chose qui va les aider en fait, un projet, quelqu'un qui va les aider en fait à garder le cap et sur lequel ils vont faire une manie en fait, ils vont devenir maniaques. Et du coup, ils vont tout d'un coup passer à un état opposé. Ils vont être très enthousiastes, très motivés, très inspirés, ils vont avoir de l'appétit pour tout, etc. Ils vont passer par une phase très lumineuse et très positive, ce qui est très bien. Mais maniaque du coup, donc c'est-à-dire presque excessive. Et cette phase-là va finir pour X raison par se casser la gueule et on retombe dans un état dépressif et ainsi de suite en fait comme ça. Et en fait, on a des vagues, des oscillations, alors qui peuvent être assez larges. Hein. C'est pas des gens bipolaires, hein. C'est pas, ça se passe pas dans une même journée, ça se passe sur des périodes longues. Mais on peut avoir des états comme ça. Et il y a un cas poétique qui illustre bien l'état maniaco-dépressif qui est très intéressant, dans lequel moi je me retrouve beaucoup personnellement, que j'aime bien, c'est Baudelaire et Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal, la plus grande section des Fleurs du Mal, qui regroupe le plus de poèmes, s'appelle Spleen et Idéal. Alors c'est tout un programme, on peut faire de la littérature là-dessus, commenter littéralement le truc, mais sur un plan maniaco-dépression c'est très intéressant et ça résume bien l'état d'artiste et de poète, et moi ça me parle beaucoup. Spleen et Idéal, c'est un ballottement sens infini en fait. Le poète passe du spleen à l'idéal, de l'idéal au spleen. Le spleen, devant, c'est les phases de déprime, de dépression, de down. Hein. L'idéal, c'est les phases maniaques en fait, maniaco. Maniaco, non pas dépressif, mais juste maniaque. En fait, là, le poète reprend du poil à la bête. Il s'accroche sur un objet. Hein. L'objet, ça peut être une femme, la muse, etc. L'art, quoi que ce soit, qui en fait, là, tout d'un coup, le relève, le motive et l'obsède. Hein. Ça devient une manie et lui rend sa vigueur. Et en fait, l'idéal, malheureusement, souvent est inaccessible ou est source de déception, de désillusion. Et la désillusion qui succède à l'idéal est tellement violente et tellement douloureuse que, hop, elle fait retomber dans le spleen. Et là, c'est la déprime, etc. C'est terrible, c'est l'horreur. Quand enfin le spleen se dissipe peu à peu, et généralement quand on en sort, c'est grâce à l'art justement, grâce à une femme, grâce à la beauté, grâce à l'art. Ces éléments très forts nous sortent du spleen et nous ramènent dans l'idéal, parce que c'est l'idéal qui nous sauve, c'est l'idéal de l'art, l'idéal de la femme. Hop. Problème, au bout d'un moment, cet idéal est source de désillusion, nous déçoit, nous fait souffrir, et hop, on replonge, et ainsi de suite. Et en fait, sans arrêt, le poète est ballotté entre le spleen et l'idéal. L'idéal est le remède au spleen, mais le spleen est ce qui succède souvent à l'idéal. Voilà, et ainsi de suite. C'est très intéressant cette dichotomie comme ça, cette dynamique, et elle résume en fait assez bien comme ça l'état un petit peu, oui, bipolaire, mais en fait sur du très long terme des artistes voilà, et des poètes. Alors, pas de remontrance et de paternalisme, de remontrance paternaliste. Les remontrances aussi, c'est classique. Et en fait, ça peut aller souvent avec l'impatience au bout d'un moment. Et parfois, ça se veut bienveillant aussi. Les remontrances, ça peut vraiment être très bienveillant et très paternaliste, justement. Vraiment, typiquement, vous voyez, oh, bah allez, c'est pas le Étienne que je connais, ça c'est pas le Étienne que j'apprécie. On se ressaisit, un bonhomme, hein. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Voilà, ça se veut un petit peu, vous voyez, un peu à la militaire, comme ça, un peu je te ressaisis, etc. Mais en fait, c'est pas du tout ce que la personne a envie d'entendre, c'est pas du tout comme ça qu'elle a envie d'être traitée. Et encore une fois, c'est dans le même état d'esprit en fait, voilà, de allez, va mieux, dépêche-toi, etc. Ressaisis-toi, relève-toi, parce que ça commence à faire long là. Puis, tu retardes le groupe là. Hein. Et dernière chose en fait dans la communication qui est souvent utilisée, qui n'est pas vraiment recommandée, c'est les conseils. Alors les conseils pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils ne vous ont pas été demandés, à moins qu'ils vous soient demandés. Si on vous demande vraiment des conseils, vous pouvez en donner. Mais les conseils non sollicités, on fait quelque chose d'un petit peu grossier. Je t'ai pas demandé de me conseiller, je t'ai pas demandé de dicter ma conduite, etc. Je voudrais qu'on parle, j'aimerais juste te dire ce qui ne va pas, voilà, écoute-moi. Donc ça, on va y venir après. Et donc déjà, les conseils non sollicités, déjà, ils ont un côté toujours un petit peu dirigiste qui n'est pas très agréable et qui est un peu malvenu. Et en plus, pour ne pas aider, souvent ces conseils-là, il faut comme le dire, à moins que la personne soit vraiment intelligente et ait beaucoup de recul, on a la fâcheuse tendance en fait à des conseils assez ordinaires, assez bateaux, voire en plus, et ça va ensemble, des conseils en fait qui trahissent plus ce que ferait la personne qui parle, là, qui conseille, que ce qu'il faut que la personne qui écoute fasse. Vous avez peut-être quelqu'un qui est différent en face de vous déjà, pas comme vous, qui n'a pas les mêmes façons de changer les idées, de se ressaisir, mais en plus qui est dans un état mental là où même peut-être ce qui d'habitude lui fait du bien ne lui fait plus de bien. Quelqu'un qui adorait faire du sport n'a plutôt envie de faire du sport, elle est trop déprimée. Quelqu'un qui aimait bien écrire ou alors jardiner ou je sais pas quoi, ça ne marche plus, elle est déprimée parce que justement elle est déprimée, elle ne peut plus toucher à ça. Donc en fait c'est vicieux l'état de déprime parce que ça va même gangréner les choses qui précisément vous aident à aller bien. Alors quand on est à ce stade-là, c'est très compliqué parce qu'en fait, il n'y a même plus de refuge, de réconfort. Tant que les choses que vous aimez tiennent, ça va. Quand vous êtes déprimé, mais que ce que vous aimez faire, vos hobbies, vos passions vous tiennent toujours debout, ça va. Parce que vous avez encore des zones comme ça où vous pouvez vous ressourcer, vous refaire et vous sentir bien. Si par malheur ça attaque les zones qui normalement sont les zones de réconfort, là ça commence à être très compliqué. Parce que la personne n'a même plus ces recours-là, ces refuges. Et là, clairement, vos conseils vont être souvent déplacés parce qu'ils ne sont pas adaptés à la personne qui est en face de vous. Peut-être que c'est déjà trop tard de ce côté-là.
au niveau des conseils un peu pratiques. Et voilà, et ils ont une certaine trivialité ces conseils. Il faut quand même souvent dire, les gens donnent des conseils très triviaux, très terre à terre. Quand des personnes sont en train de se débattre avec des problèmes un peu métaphysicaux, sentimentaux, je ne sais quoi, ça fait disproportionné. C'est pour ça qu'il y a ce que j'appelle les conseils de grand-mère. Alors, j'ai rien contre les grand-mères et les mamans, parce que je conseille les mamans aussi. Mais bon, j'appelle ça comme ça parce que souvent ces personnes-là qui les donnent, ça part de bonnes intentions. Encore une fois, l'enfer n'a pas eu de bonnes intentions, mais c'est à côté de la plaque. Et typiquement, la grand-mère ou la maman qui va te dire: oh, mais reste pas en cet état-là, et tu sais quoi, va t'acheter un poisson rouge, achète-toi une plante verte, fais le ménage chez toi, oh, puis t'as qu'à regarder la télé là, machin. C'est des conseils qui sont tellement terre à terre, tellement bateaux, tellement inconsistants, que limite ça va presque enfoncer le couteau. La personne est primée, moi je me suis déjà pris des conseils comme ça, je me suis dit, mais putain, je suis en train de me débattre avec des trucs hyper profonds là, hyper deep, métaphysique limite, etc. Enfin, sur mon existence, c'est quand même, ça envoie du très très lourd. Et tout ce qu'on a à m'opposer, c'est une feuille de salade, aller au marché, manger une crêpe ou, je sais pas, faire des pompes. Enfin, ça paraît complètement d'une autre dimension, complètement d'un prosaïsme blessant et complètement disproportionné et insuffisant. Et donc, voilà, ce sont des conseils à. Évidemment, les gens ne peuvent pas s'empêcher de les donner. Il y a des choses qui sont pleines de bon sens. Le sport, en effet, c'est connu que le sport libère les toxines, crée de l'endorphine, aide le bien-être, etc. Mais là, on parle de quelqu'un qui arrive à peine, en quelque sorte, à faire quelque chose. Et même si elle arrive à faire ça, le sport, ça ira un instant, mais ça ne résoudra pas les problèmes. Il faut quand même se rappeler que l'état de déprime, il ne sort pas de nulle part. Il n'est pas là comme ça pour le plaisir, pour le masochisme. Il vient clairement d'une situation qui a déclenché ça ou d'une frustration, quoi que ce soit. Et en fait, c'est là la racine. Tant que ce problème-là n'est pas réglé, tant qu'on n'a pas surmonté le problème, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être une crise de vie, etc. C'est cramé. On pourra mettre tous les placebos qu'on veut et tout, on n'aura pas résolu le problème à la racine. Et du coup, le mal continuera de gangréner. Et voilà, il faut vraiment essayer le plus possible d'aider la personne à attaquer à la source. Voilà, là on a fait un petit tour express de ce qu'il faut éviter de faire avec quelqu'un de déprimé. Donc paradoxalement, c'est justement communiquer, chercher à trop communiquer, à parler, à accaparer le temps de parole en fait, à chercher plein de solutions, puis à s'impatienter, va mieux, va mieux, va mieux. Euh, Ce qu'il faut faire essentiellement, ça tient en une chose, tout va découler de là, écouter. C'est pas pour rien finalement que les psys, on a souvent l'image du psy qui est là surtout en train d'écouter, que le psy finalement intervient assez peu, dit pas grand chose. Ça paraît souvent passif et naze, c'est vrai que ça fait pas terrible, mais en réalité, c'est assez révélateur, ça fait sens. L'écoute, c'est l'essentiel. C'est en réalité ce dont la personne a le plus besoin, ce qui va le plus l'aider. Voilà en quoi. Alors, quand on dit écoute, encore une fois, ça fait un peu passif. En fait, là, ça va être une écoute très active. Et justement, il y a l'expression qui s'appelle écoute active. On va voir ce que c'est. Cette écoute, c'est déjà en fait une démarche en soi, puisque vous allez proposer votre oreille et votre esprit à quelqu'un, vraiment votre écoute, votre bienveillance. Là déjà en fait vous débloquez quelque chose parce que la personne c'est à elle de parler, là ça va être à elle déjà de commencer à mettre des mots sur son état et elle va savoir qu'elle a quelqu'un de confiance qui est disponible pour elle et qui n'est pas là pour lui faire la leçon, qui n'est pas là pour lui inventer des conseils, qui n'est pas là agacé, s'impatienter qu'elle aille mieux, etc. Qui n'est pas là pour parler pour combler le vide et le malaise, non, non, qui est là posé et qui est là pour l'écouter, recevoir le message. Et ça déjà c'est très fort. Donc cette écoute, déjà c'est une démarche, mais en plus il va falloir montrer qu'elle n'est pas passive. Il va falloir montrer qu'on écoute. Alors c'est-à-dire comment on montre qu'on écoute, parce que écouter, voilà, c'est silencieux par définition. Donc du coup comment on fait? En fait on connaît, c'est ces façons de montrer qu'on écoute. On le fait tous. C'est assez instinctif. Il y a ce qu'on appelle la fonction fatigue. Il y a les fonctions du langage. Par Roman Jacobson, en fait, dans les fonctions du langage, il y a ce qu'on appelle la fonction fatigue. La fonction fatigue, c'est en fait c'est tout ce qui en fait recoupe la partie du langage qui est incitative, encourageante pour l'autre à parler. C'est en fait tous ces petits mots ou ces petits signes qui sont quasiment pas du langage. En fait, c'est pas des mots, c'est des attitudes ou des tout petits phonèmes qui consistent en fait juste à dire à l'autre: oui, oui, je t'écoute, oui, je suis là, t'inquiète pas, oui, je comprends, d'accord. Et vous voyez déjà, je le fais là déjà. Quand vous faites ouais, je vois, ouais. Oui. Ah oui, carrément. C'est de la fonction fatigue, ça. Ce que vous dites ne sert à rien, ne transmet aucun message particulier. Vous n'êtes pas dans la discussion, là, c'est l'autre qui parle. Mais vous êtes juste là en train de montrer, avec un petit peu d'insistance, c'est un peu surjoué, c'est fait exprès, que vous écoutez. Ok, vous y êtes. Alors, le problème, c'est que parfois, ça a un peu une connotation un peu de distraction, au contraire de faire ouais.
Ah ouais, carrément, je t'écoute. Ouais. Bon, voilà, on parle de vraie fonction fatigue, hein. Voilà. Et donc ça, c'est bien déjà, parce que ça montre que oui, on garde le eye contact, on est là, ouais, je t'écoute, t'inquiète pas. C'est la fonction fatigue aussi, l'eye contact, hein. C'est vraiment le... Hmm. Ouais, d'accord. Ouais, je vois, ouais. D'accord. Donc ça, en fait, et même montrer sur votre visage l'expression, en fait, vous allez laisser passer l'expression sur le visage comme quoi ce que l'autre dit, ça vous atteint. L'autre dit un truc assez grave, tout d'un coup, votre visage, vous voyez là, vous voyez, on voit que vous recevez l'information, que vraiment vous prenez au sérieux ce qu'il dit, etc. Voilà, donc c'est plein de trucs comme ça. Allez, cette communication-là, elle est muette, mais elle est très importante et elle permet en fait d'assurer l'autre qu'on l'écoute vraiment. Et que ces paroles ont un impact sur nous. Donc il y a écoute et entendement. Vous savez, entendre, on garde cette ambiguïté-là en espagnol. En fait, entender en espagnol, entender c'est comprendre. C'est pas écouter, entendre. Hein. C'est entender, c'est comprendre. Ben, c'est un peu pareil en fait en français. Hein. Il y a écouter, et il y a entendre. Et entendre, ça peut aussi bien être entendre oreille que j'entends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis. Alors on passe à un aspect plus verbal de l'écoute, mais qui est toujours de l'écoute, et c'est très important, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Alors l'écoute active, c'est un truc en fait qui, dans la communication, consiste à déjà faire parler l'autre, hein, c'est surtout faire parler l'autre, on incite vraiment l'autre à lui prendre la parole, parler, s'exprimer, déjà d'une. Et de deux, en fait, nous, notre communication en réponse ne va pas consister à ramener les choses à nous, à parler à partir encore une fois ce que j'ai développé avant. Là, ça va consister en fait juste à reformuler ce que la personne dit. C'est de l'écoute active. J'ai écouté ce que tu as dit, maintenant que tu as fini de le dire, je vais te montrer que j'ai écouté et compris. Et pour te le prouver, je vais reformuler ce que tu as dit avec mes mots. Et comme ça, on va pouvoir vérifier tous les deux que j'ai bien compris ce que tu veux dire. Et en plus, en le reformulant, tu vas écouter ce que tu viens d'exprimer par quelqu'un d'extérieur. Et l'entendre reformuler par quelqu'un d'extérieur va t'aider, toi, à comprendre ce qui t'arrive, à synthétiser. Ça va vraiment aider dans la démarche. C'est très cathartique en fait. Hein. C'est de la maïotique déjà. Il y a un côté maïotique. Hein. C'est la maïotique de Socrate qui a donné après maïoticien, maïoticienne. Hein. Donc ceux qui accouchent, hein, les sages-femmes ou les sages-hommes. Hein. Vous vous demandez comment on dit sage-femme pour un homme, bah, maïoticien, maïoticienne. Et donc la maïotique, qui est le fait d'accoucher les pensées, bah, c'est ça, c'est de la maïotique, de la catharsis en même temps. Très important cet exercice-là. Et donc l'écoute active, il faut vraiment faire attention, parce qu'évidemment, on peut dire, mais attends, je vais quand même pas répéter tout ce qu'il dit, ça va faire genre, attends, tu te fous de ma gueule, tu répètes mot pour mot ce que je te raconte, c'est pas un jeu. Non, faut pas le faire bêtement comme ça. C'est vraiment une reformulation. Vous devez en fait essayer en fait, de synthétiser le plus possible ce que l'autre vous a dit et de mettre les meilleurs mots possibles dessus. C'est vrai que là, ceux qui sont à l'aise avec les mots, avec le vocabulaire, qui ont des références et tout, sont un petit peu aidés pour le faire parce qu'ils vont directement savoir en fait quels mots mettre dessus. Moi, typiquement, voilà, sans me vanter, mais bon, un truc qu'on me dit souvent, comme je suis à l'aise avec les mots, je sais bien écrire, etc., on me dit souvent ah Alex, tu as trouvé les bons mots. Ah oui, tu as parfaitement résumé ce que je disais. Mais oui, c'est exactement ça. Oh, ben oui, je connaissais même pas ce mot-là, parce qu'en plus, il y a des mots que je connais qui sont parfois un peu rares, etc. On dit mais oui, mais c'est fou, ça, en un seul mot, ça résume tout ce que je ressens. Bah oui, bah, normal, parce que ce mot est là pour ça. Voilà, donc là, effectivement, c'est là où les gens, encore une fois, vous voyez, comme quoi, hein, les études de lettres, hein, ça ne sert pas qu'à devenir prof. Encore une fois, ça sert à être bon psychologue, ça sert à comprendre l'être humain, ça sert à être exposé à plein de sentiments que les gens ne connaissent pas forcément parce que c'est dans la littérature qu'ils ont été beaucoup traités. Et ça sert comme ça, à enrichir son vocabulaire et à avoir des mots à mettre sur les souffrances des autres et sur les idées des autres et les siennes. Alors, je vais passer de la littérature au cinéma le temps d'un instant pour évoquer un film qui est la parfaite illustration de ce que j'ai évoqué au sujet de l'écoute active et même de ce que j'ai dit précédemment. À chaque fois que je pense à l'écoute active, je pense à ce film et en particulier à une scène de ce film. Il s'agit de Vice Versa de Pixar sorti en 2015. Vice Versa, c'est un film qui met en scène des allégories, hein, pour ceux qui connaissent pas le film. Donc des allégories, c'est-à-dire des personnages qui vont représenter physiquement, matériellement, des émotions, des idées abstraites. Et nous sommes en fait dans une double intrigue où on a la réalité avec une jeune fille qui vit justement un épisode dépressif, qui vit une dépression préadolescente, qui est assez originale, une enfant qui vit très très mal des bouleversements dans sa vie, changement de maison, de ville, un déménagement, tout ça. Et en fait, il va avoir toutes ces émotions, tous ces repères déséquilibrés, perturbés. Et on va assister à l'impact de tout cela dans ses émotions à l'intérieur de son esprit sous forme donc d'allégorie. Et donc parmi ces allégories, eh bien, les émotions principales, hein, il y a tristesse et joie qui vont être les deux héroïnes du film, et il y a colère, panique et dégoût. Et donc joie et tristesse donc, se retrouvent prises en fait, dans des péripéties, dans une aventure à l'intérieur de l'esprit de l'héroïne. Et parmi toutes les scènes, il y en a une qui est une des meilleures du film et une des plus intelligentes. C'est déjà un film très intelligent dans l'ensemble, mais celle-là, elle fait très très fort, et qui met justement en scène l'écoute active.
C'est une scène où Bing Bong, c'est son nom dans la VO, je ne sais plus son nom dans la VF, Bing Bong, qui était en fait l'ami d'enfance imaginaire de l'héroïne, de l'adolescente, euh, en fait, a un gros coup de déprime parce qu'en fait, il se voit en train de disparaître de sa mémoire. Donc lui, en fait, il est dans la nostalgie, il est dans les souvenirs, il vit un peu une sorte de rupture, en quelque sorte, de rupture d'amitié, un chagrin d'amitié. Et eh bien, il s'effondre, il pleure, il est vraiment en proie à la mélancolie la plus sévère. Il y a Joie, qui est un personnage qui, bah, du coup, à l'image de sa fonction, euh, ne conçoit de réconforter Bing Bong que en ce qu'on appelle en anglais cheer up, hein, cheer me up, hein, c'est-à-dire fais-moi sourire, remonte-moi le moral, etc. Elle ne conçoit que de lui remonter le moral qu'en l'amusant, qu'en le forçant à être heureux en fait. Sois heureux, sois joyeux, vous voyez, comme ce que je disais avant dans la vidéo. Et elle se rate complètement. Le problème c'est que du coup il est encore plus triste parce qu'il se sent pas écouté, parce qu'il se sent incompris, et même le contraste en fait de joie, par rapport à sa tristesse, bah, le rend encore plus triste. Et donc finalement, contre toute attente, celle qui est présentée dans le film au début par Joie comme le boulet de service, comme celle qui sert à rien à part plomber les gens, qui est Tristesse, et bien Tristesse va faire une chose toute bête, toute simple. Elle va s'asseoir à côté de Bing Bong, sans rien dire de plus, et elle va l'écouter parler en étant à côté de lui. Lui, il va parler, il va dire ce qu'il a sur le cœur, et dans un deuxième temps, après qu'elle l'ait écouté, vous voyez, écoute active, elle va passer dans une phase de reformulation. Ce qu'il vient de lui dire, de lui confier, de lui expliquer, elle va le reformuler. Et au lieu de nier sa tristesse, au lieu de la diminuer, de la relativiser, etc., et bien au contraire, elle va la valider en disant bah oui, je comprends, tu dois être tellement triste. Bah oui, vous avez vécu tellement des choses incroyables ensemble, et là, elle est en train de t'oublier. Ça doit tellement être dur, tellement triste. Alors, ça peut avoir l'air de l'enfoncer, mais au contraire, il se sent écouté, compris, et eh bien en fait, il va pleurer un bon coup et il se réconforte tout seul. Et il y a ce moment où il dit je crois que je vais mieux maintenant. Il s'essuie les yeux, il se lève et c'est reparti. Et il y a ce moment, du coup c'est bluffant pour Joie, ce moment en fait où elle vient voir Tristesse, elle lui dit mais attends, qu'est-ce que tu lui as dit, comment t'as fait? Et Tristesse, dans une espèce de candeur, lui répond bah rien de spécial, il était triste, je l'ai écouté, c'est tout. Voilà. Ça, c'est extraordinaire cette scène, parce que ça, vous voyez, comme quoi ça illustre complètement la technique de l'écoute active en psychologie. Et comment ça marche et pourquoi ça marche. Et vous voyez, un film d'animation de Pixar l'a mis en scène au cinéma, a montré comment ça fonctionne, et ça donne une scène bouleversante, et aussi du coup très pédagogique ou didactique, parce que mine de rien, elle apprend du coup la façon en fait dont réagir quand quelqu'un comme ça a un coup de déprime, et aussi, et ça c'est le message d'ensemble du film, à accueillir la tristesse en fait, à ne pas rejeter la tristesse, parce que la tristesse on la rejette à tout prix, c'est connoté négativement, on en fait un monstre, et en fait la tristesse peut être une émotion positive entre guillemets, en tout cas naturelle, qu'il faut accepter, accueillir, et qui peut aider à cicatriser, hein, pour ensuite aller mieux. J'étais en train de parler de littérature par exemple. Eh bien, moi typiquement, la littérature, et c'est pas que pour moi en fait, pour tous ceux qui lisent, qui connaissent la littérature, qui ont l'habitude de se réfugier dans les livres quand ils vont mal, c'est un de leurs atouts. La littérature a un côté très écoute active, et c'est magnifique parce que tout ça disponible à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Un livre, vous pouvez le prendre quand vous voulez, vous n'avez pas besoin d'embêter quelqu'un, il est toujours là, et en fait, vous entrez en discussion avec le livre. Alors ça ne marche pas avec tous les livres, mais c'est vrai que des livres comme ça qui ont une narration très forte, très appuyée, avec des pensées profondes, avec des choses qui vous parlent, des choses qui vous ressemblent, très important, qui décrivent quasiment votre état, ça va avoir un effet comme ça cathartique et d'écoute active, puisque c'est comme si en fait quelqu'un répétait ce que vous ressentez, comme pour l'écoute active. Seulement, c'est quelqu'un qui l'a fait il y a 2 siècles avant, 3 siècles avant, si c'est un ancien livre ou plus récemment. Mais c'est comme si ce livre mettait des mots sur votre mal, sur ce que vous ressentez. C'est magnifique, parce que vous avez le côté écoute active, genre mais oui, c'est ça, exactement, tu as bien trouvé les mots de ce que je ressens. Mais en plus, consolation suprême. Vous êtes en train en fait, de découvrir qu'un auteur, et en plus avec un peu de chance, pas des moindres, peut-être un illustrateur, quelqu'un d'important, eh bien, est passé par là et a vécu ça. Et là, c'est magnifique. Parce que vous avez une validation carrément en plus qui tombe avec. Une validation. Bah oui, parce que du coup, vous avez quelqu'un, moi ça me l'a fait, moi qui lis beaucoup les classiques, moi qui lis Stendhal, qui lis, enfin voilà, parmi mes auteurs préférés, Stendhal, Ovid, Schopenhauer, Baudelaire, bah, quand quelque chose que vous avez ressenti, que vous croyez être le seul à ressentir, vous croyez tout seul, que personne ne vous comprend, que personne ne pourrait comprendre, que ça se trouve personne n'est jamais passé par là, c'est prétentieux comme idée au passage, mais voilà vraiment putain, mais est-ce que quelqu'un comprend ce que je raconte là? Est-ce que vraiment quelqu'un a déjà ressenti ça? Mais comment on fait en plus?
Et là, magie, vous tombez sur un texte qui, noir sur blanc, formule mieux que vous ne l'auriez fait tout ce que vous ressentez, tout ce par quoi vous passez. Déjà, il y a un côté waouh, mais oui, c'est ça, c'est tellement ça. Cathartique, écoute actif. Mais en plus, magnifique, vous découvrez que c'est Baudelaire, que c'est Stendhal, que c'est Jean-Jacques Rousseau, que c'est Ovide, que c'est je ne sais qui encore, qui a écrit ça et qui est passé par là, puisque souvent c'est des sentiments biographiques, autobiographiques, ça peut être des lettres d'écrivains, ça peut être des choses dont ils sont inspirés pour leur vie, etc. Et là, c'est magnifique, parce que vous dites, c'est incroyable, non seulement je ne suis pas tout seul, non seulement j'ai trouvé une formulation exacte de ce que je vis, comme quoi ça a déjà été vécu, ça a déjà existé, il y a eu des précédents, mais en plus, c'est quelqu'un d'important, enfin, ça valide, hein, une autorité, quoi. C'est, ah ouais, quand même, Baudelaire est passé par là, waouh, enfin, on a ça en commun, incroyable, etc. Voilà, donc ça, c'est quand même, la lecture est pas mal là-dessus, hein, vraiment, et ça peut être une chanson, ça peut être un film, etc. Mais la lecture, le côté mot, crée vraiment une conversation avec un auteur. Quand on lit, on est en conversation avec un auteur, et surtout avec les essais, quand on lit des essais, l'auteur nous parle dans un essai, non pas comme dans un roman, il raconte pas une histoire, mais il nous parle vraiment. Et ça peut créer vraiment cet effet-là de dire, t'as l'impression que là, il est en train de me parler, qu'on on est en dialogue avec 3 siècles d'écart ou 2 siècles d'écart, quoi. L'écoute active et les mots sur le mal, et ce que je viens d'écrire sur la littérature, aura un avantage, c'est que ça renverra à la personne l'idée que ce qui lui arrive est normal. Alors, vous allez me dire, mais attends, tu nous as dit avant de ne pas minimiser. Ah, mais attends, minimiser et normal, ça n'a rien à voir. Normal, c'est, comme son nom l'indique, normaliser. C'est ni minimiser, ni exagérer. C'est ramener les choses à un niveau de normalité. Minimiser, c'est vraiment genre, oh, mais je t'embête avec ça, c'est bon, oh, il y a d'autres poissons dans la mer, tu vas pas t'emmerder pour cette fille, elle écoute, moi. Oui, enfin bon, pour l'instant, écoute, là c'est trop tôt. Là, il est amoureux, il n'est pas dans un état rationnel, entre guillemets. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il souffre et qu'il a mal, ça se respecte. C'est trop tôt, là. Voilà. Et puis, c'est pas ton problème que la fille, selon toi, vaut pas le coup, etc. Le truc, c'est que pour lui, elle vaut le coup, manifestement. Pour l'instant, il faut faire avec cette donnée-là. De renvoyer l'idée, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est bien de le dire ça aussi à la personne. Ça, c'est un des trucs qui marche le mieux aussi, c'est de dire, tu sais, ce qui t'arrive, c'est tout à fait normal. C'est pas, pourquoi tu t'embêtes autant pour ça, ça vaut pas le coup. C'est pas, t'en fais trop, machin. Non. C'est et c'est pas non plus dire ah mais c'est horrible ce qui t'arrive encore là tu le prends bien hein, machin. Non, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment normal ce qui t'arrive, hein, vraiment. Et justement, on peut s'appuyer sur des exemples si on en connaît. Tu sais, moi j'ai tellement ça qui a vécu ça exactement, tu sais, hein, et ça s'est pas dit. Bah, il lui est arrivé quoi? Bah écoute, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Tu sais que c'est arrivé aussi à des plus grands. Tu sais que c'est arrivé ça à Léonard de Vinci ce qui t'arrive. Bah je t'assure, il y a des lettres où il écrit ça, etc. Et voilà, comme quoi tu vois, ça arrive aux plus grands et tout, c'est normal, c'est une expérience humaine comme une autre. Et là, vous voyez, ça va faire baisser la culpabilisation, la pression, et en plus, ça va presque recréer de l'ego, puisque vous êtes en train en fait de montrer que des gens importants, en fait, on peut être quelqu'un de génial, avoir laissé une trace importante dans l'histoire, et cependant avoir vécu ces états-là, et non pas forcément être une sous-merde. Voire même, éventuellement, c'est pas aller plus loin, dire, c'est précisément les gens de valeur qui passent par des états comme ça. Si tu es dans un état comme ça, tu as vu, ça arrive quand même à des gens assez sensibles, etc. Voilà. Donc ça peut vraiment être du baume au cœur. Donc voilà, donc le c'est normal, il est très important. Moi, je sais que je l'utilise beaucoup. Et spontanément, parce que c'est souvent plus ce qui me vient, me dire ouais, c'est normal ce qui t'arrive, c'est normal ce que tu ressens, c'est tout à fait normal, là, franchement, c'est normal. Et moi, j'aime bien l'entendre. J'aime beaucoup entendre, c'est normal, ça me rassure toujours. Moi, il y a un truc que je déteste qu'on me renvoie, c'est ah, mais t'es bizarre, ah, mais t'es étrange, ah, mais t'es chelou quand même, ah, t'es un drôle d'oiseau, hein. Oh là là, t'exagères tout, ah, t'es machin. Alors, ça, je sais que les gens adorent me dire ça, ils croient peut-être être flatteurs quand ils me le disent. Moi, je déteste ça, c'est insupportable ce qu'on me renvoie comme ça. Et moi, j'aime bien comme ça, et surtout quand c'est vrai, parce que si c'est pas vrai, c'est pas la peine, mais on rappelle que, attends, tu sais, je sais que c'est impressionnant, c'est dur sur le coup, etc., mais sache que ce qui t'arrive, c'est normal. Beaucoup réagiraient comme ça, c'est humain, c'est arrivé à des plus grands que toi, voilà, partant de là, bien sûr, c'est terrible, mais sache que t'es pas seul et t'es pas le premier. Alors là, on peut en venir en fait éventuellement aux conseils. Alors là, on est plus dans la communication active comme au début, mais ces conseils-là, encore une fois, ils ont une condition, ils doivent être sollicités. Et idéalement, c'est vraiment la personne qui demande des conseils. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas dans le forcing, dans l'intrusion. Et il doit être adapté à la personne. C'est pas la peine, si vous savez que la personne n'est pas branchée fête, de lui dire allez, tu sais quoi, fais la fête, viens te bourrer la gueule, etc. Mais attendez, vous êtes fou ou quoi? La personne, clairement, c'est pas son truc. Vous n'êtes pas en train de respecter qui elle est là et les solutions qui sont adaptées à elle. Ne confondez pas vous, la norme et la personne. Peut-être que c'est 3 choses différentes. Donc, si elle est dans la norme, tant mieux, les conseils seront d'autant plus faciles à donner parce que des solutions très ordinaires pourront s'appliquer. Mais si c'est une personne un peu spéciale ou qu'elle est dans un état très particulier, ça va être rien de ce qui est ordinaire marchera. C'est pas en disant d'aller faire le marché, d'aller faire la fête que ça va arranger les choses. Donc, il va falloir vraiment s'adapter, trouver des solutions
des choses vraiment qui vont correspondre à son échelle de valeur et à ce qu'elle aime, et à ce qui peut l'aider à recréer de l'estime de soi, qui fait qu'elle ne va pas se sentir minable en le faisant. Voilà, donc tout ça demande du coup un peu plus de connaître la personne déjà, on est dans des choses un peu plus personnelles, mais voilà. Mais de toute façon, ce n'est pas la priorité les conseils. Quand on a fait déjà écouter, fonction fatigue, écoute active et mettre des mots sur le mal éventuellement, en reformulant justement par l'écoute active, déjà, on a fait le mieux qu'on pouvait faire pour la personne. On ne peut pas malheureusement entrer dans sa tête, réparer les choses à sa place, régler son problème. On ne peut pas, malheureusement, on est impuissant. Et c'est impuissant justement, c'est ça qui crée la nervosité chez les gens, généralement qui les impatiente et à la fin, à la fois parce qu'ils en ont marre de quelqu'un qui va mal, ça les gonfle, mais aussi parce que eux-mêmes, ça les stresse en fait de rien pouvoir faire, ils s'agacent. Mais en réalité, on n'est pas tant à la recherche de solutions que de dire, tu as besoin de parler, tu m'écoutes, n'hésite pas, tu as mon numéro, tu m'appelles, hein, on discute, hein, tu sais, voilà, vous écoutez, etc. Et la personne a fait sa propre thérapie toute seule en fait, en parlant, en mettant des mots, vous l'aidez à mettre des mots dessus, etc. Et ça va presque se décanter tout seul. En plus, il y a un atout que j'ai pas noté là d'ailleurs, mais qui est l'atout ultime après, qui va faire son œuvre, il faut le rappeler à chaque fois, c'est le temps. Le temps est de ton côté. Le temps, bien sûr, ça guérit plus ou moins lentement les choses. Parfois, ça prend beaucoup de temps, mais le temps fait que améliorer les choses. Le temps n'a jamais aggravé les choses dans des choses comme ça. Vous n'avez jamais vu une blessure, alors, sauf si c'est infecté, vous allez me dire, mais si, ça peut arriver, qu'il s'infecte de plus en plus. Oui, bon là, évidemment, il y a une infection, c'est grave. Mais le principe normalement du temps, c'est la cicatrisation. Donc normalement, le temps est un atout. Et donc, il y a une perspective intéressante et rassurante, réconfortante, puisque par définition, plus les jours passeront, mieux ça ira. Voilà, il y aura un effet comme ça, les jours passeront dessus, etc. Et ça ira de mieux en mieux, de moins en moins mal. Voilà, voilà les Happy Few. J'arrive à bout de cet exposé. Finalement, j'ai quand même pu dire pas mal de choses. Je suis quand même assez allé dans le détail. Je pense que ça fait une bonne synthèse. Mais je vous invite quand même, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller dans la description, cliquer sur le lien et voir la longue discussion qu'il y a eu en live sur ce sujet-là, où je me suis attardé beaucoup plus longtemps sur chaque point, en discussion avec d'autres membres. Et puis bah, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui, enfin de cette nuit, parce que là il est carrément 6h30 du matin quand même, hein. Voilà, j'ai tourné toute la nuit, il est 6h30 du matin, pour vous dire les conditions parfois. Donc écoutez, là moi il va être temps que je m'en aille. Je vous remercie de votre écoute pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, intéressé. N'hésitez pas à la partager le cas échéant, si elle peut aider des gens, les inspirer, juste les intéresser. Et puis bah, la commenter, venir en discuter éventuellement en live, etc. comme d'habitude. Voilà, bah, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous dis donc à une prochaine fois et à plus. Salut les Happy Few.